évidemment, nous sommes ici dans l'artisanal, dans le rudimentaire, je ne vous dirai pas dans le historique, mais un peu tout de même. Néanmoins, il faut bien commencer, et nous sommes, comme beaucoup d'autres universités, dans cette voie du commencement, et la marge de progression est grande. Pour nous présenter, je suis pour ma part enseignante en langues et littératures anciennes, et j'enseigne depuis de très nombreuses années à l'EAD, mais ce n'est pas à ce titre que je viens vous parler. Donc, nous ne parlerons pas de dispositifs pédagogiques innovants, nous ne rentrerons pas dans les enseignements. Je viens en tant qu'ex-VPCVU et aujourd'hui chargée de mission IDEFI avec un des défis entièrement centré sur la réussite en L1 et un volet EAD. Et je suis accompagnée de Laurence Hervé qui a été longtemps directrice du service de l'EAD dans notre établissement et qui est aujourd'hui responsable adjointe de la direction des études. Donc nous parlerons uniquement de dispositifs généraux mis en œuvre, parfois imposés, par l'université sur l'ensemble des formations à l'EAD. Ces formations sont nombreuses. Nous avons recherché hier, l'enseignement à distance est né à Paul Valéry en même temps que l'université, c'est-à-dire en 1970, alors évidemment avec des gros colis, des cassettes, etc., etc. Nous avons une offre qui est large et complète, qui a pour particularité de ne proposer que des diplômes complets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas création de dispositifs hybrides par ailleurs dans l'université, mais ils ne sont pas gérés dans l'enseignement à distance. Donc des diplômes complets et une hausse vraiment massive des effectifs, puisqu'en 2008-2009, nous avions 670 étudiants inscrits dans les diplômes à distance. En 2015-2016, nous en avions 2000, dont la majorité, 55% en master. Ça a toujours été le cas. Et ces étudiants, puisque notre université compte en gros 20 000 étudiants, eh bien, comptent pour 10% de notre effectif, donc ça n'est pas du tout négligeable. Nous nous sommes intéressés depuis très longtemps dans notre université aux caractéristiques des étudiants en général et de ces étudiants en particulier, eh bien, pour essayer de mieux appréhender une prise en charge particulière. Alors la première caractéristique d'un étudiant à distance, c'est qu'il n'est pas sur l'université. C'est qu'il n'est pas sur l'université, et quand on regarde l'origine de ces étudiants, on se rend compte que la majorité, 80%, n'a pas passé son bac dans l'Académie de Montpellier. En revanche, pour les étudiants étrangers, nous avons à peu près la même proportion à l'EAD et à l'université. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils ne résident pas sur le sol français, mais il y a des chances. Et inversement, nous avons un certain nombre d'étudiants de nationalité française qui sont ailleurs à l'étranger, notamment dans des formations comme le Master FLE, où ils sont dispersés aux quatre coins de l'horizon. Donc, le premier élément qui vient à l'esprit, eh bien, c'est que ces étudiants souffrent avant tout d'isolement et de défaut de communication, et qu'on peut y remédier par davantage d'interaction, de forums, de communication avec les enseignants, avec l'administration et entre étudiants. L'enquête que vous voyez ici est une enquête qui a été conduite par la DEVAP en 2015-2016 sur 3 cohortes d'étudiants. Ces étudiants étaient 4000 et nous avons 1400 étudiants qui ont répondu à l'enquête. C'est un taux de réponse très important, ce qui prouve que les étudiants à distance ont envie de nous dire des choses, et on peut considérer que ces statistiques sont tout à fait utilisables. Donc ils disent majoritairement travailler toujours seul et ne pas communiquer sur les réseaux sociaux. Nous avons une proportion un peu moindre qui travaille toujours seul et communique sur les réseaux sociaux. On ne sait pas à qui, mais qui communique un peu néanmoins. Donc, premier élément, combattre l'isolement. Quand on a demandé à ces étudiants quelles étaient leurs motivations d'inscription à l'EAD, ça n'est pourtant pas l'éloignement du lieu de vie qui est apparu le plus important, mais c'est l'activité salariée incompatible avec une poursuite d'études en présentiel. Nous avons 46% des étudiants qui l'ont donné comme première réponse,
et plus de 60% qui l'ont cité. Ces chiffres, UPV, côté UPV, contiennent également des étudiants evadés. Ce qui veut dire que si un étudiant à l'EAD en licence a en moyenne 31 ans, celui de l'UPV en présentiel a moins de 21,4 ans. Donc on constate que ces étudiants sont beaucoup plus âgés que ceux inscrits en présentiel, 10 ans d'écart sur la licence en moyenne et 8 ans sur le master, qu'ils ont beaucoup plus d'enfants que les étudiants de l'UPV en général, ce qui est lié bien sûr à l'âge, qu'ils travaillent beaucoup plus comme salariés que les étudiants en présentiel. Évidemment, corrélativement, on a moins de boursiers. Et alors, on n'ira pas évidemment le dire partout, mais ce ne sont pas non plus des étudiants en formation continue. Ils s'inscrivent en formation initiale, mais ils sont salariés. Et ce sont des étudiants qui travaillent beaucoup. 65% des répondants travaillent à temps complet. Et ceux qui travaillent à temps partiel déclarent une durée moyenne supérieure à 21 heures. Or, on sait par diverses études que plus un étudiant travaille, plus il met en péril ses études. La barre a été fixée généralement à 20 heures. La plupart de ces étudiants aussi ont connu une interruption de leur cursus dans le supérieur, la moyenne supérieure à 10 ans. Donc on a un profil d'étudiants plus âgés, salariés, en reprise d'études. Et la difficulté majeure identifiée par ces étudiants dans leurs études n'est pas l'éloignement de l'université, n'est pas l'isolement, ou moins, c'est le manque de temps à consacrer aux études, les difficultés d'organisation, et ensuite seulement l'isolement. Là, nous avons 64% des étudiants qui disent manquer de temps à consacrer à leurs études. Alors que je n'ai pas mis le résultat ici, mais proportionnellement, quand on interroge un étudiant à l'EAD et un étudiant en présentiel, il déclare consacrer à ses études beaucoup plus d'heures en fait qu'un étudiant en présentiel. Ils travaillent pour leurs études énormément, mais il manque de temps. On sait les risques encourus par ces étudiants, c'est les risques de désengagement qui leur fait abandonner le cursus avant le passage des examens. Cause du désengagement, pour les étudiants qui se sont désengagés, eh bien ils disent là aussi parce qu'ils n'ont pas pu concilier études et emploi, à 48%. Conclusion de l'enquête donc menée par la DEVAP, des étudiants motivés mais sous contrainte avec un S. Ils sont tous extrêmement conscients de la difficulté de conjuguer activité salariée et études, mais ils sont très impliqués dans leurs études. Ce sentiment d'implication relativement élevé les conduit parfois, quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire paradoxalement envisager leurs études sur plusieurs années. Ils sont très motivés, très conscients des difficultés qu'ils rencontrent dans leur organisation et donc prévoient de faire leur première année de licence ou leur deuxième année de licence en 2 ans, voire en 3 ans. Alors qu'on sait que, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est absolument pas cohérent avec notre organisation et que cela plombe le taux de réussite, alors que ça ne devrait pas le faire. Ce que nous avons conclu de cette étude, c'est que le portrait de l'étudiant à l'EAD, chez nous par exemple, il n'y a que 40 étudiants sur les 2000 qui sont inscrits à l'EAD qui suivent également une formation en présentiel. Donc on ne peut pas dire que ce soit des étudiants qui font un double cursus, mais qui par ailleurs sont sur le campus, ils ne sont pas sur le campus. Donc pour nous, les conclusions ont été que ces étudiants à l'EAD étaient sans doute des étudiants plus mûrs que les autres, plus motivés pour leurs études, avec des motivations plus évidentes pour eux, un diplôme, une qualification supérieure. On peut donc supposer qu'ils seront plus autonomes dans leur travail, plus investis. En revanche, ils ont, pour la plupart, quitté le monde scolaire et le monde universitaire depuis longtemps, et avec un passage très souvent par le monde du travail. Et ce retour
à l'université, qui a pu changer, ce retour à des règles administratives qui sont parfois incompréhensibles pour quiconque, ce retour à des exercices académiques qu'ils ont oubliés, qui ont parfois du mal à réintégrer, doit être facilité et aidé par les universités et les enseignants. Et puis, la caractéristique la plus saillante est encore et toujours celle du peu de temps dont ils disposent pour leurs études. C'est la raison pour laquelle, et je vais passer la parole à Laurent Servet, nous avons tenté de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour les aider à appréhender à la fois l'université et leurs études. Bonjour à tous. Donc, en 2010, la direction de l'établissement a mené une réflexion pour essayer de mettre en œuvre un accompagnement simplifié pour nos futurs étudiants inscrits en enseignement à distance. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle un guichet unique. Alors, unique pourquoi? Parce que c'est un service qui est central au niveau de l'université et qui gère, comme vous voyez, de la candidature, les inscriptions administratives, les inscriptions pédagogiques aux cours et aux examens, et toute l'organisation matérielle pour leurs examens. Nous avons mis en place également ce guichet afin de permettre à l'étudiant qui est isolé chez lui de pouvoir avoir un seul contact pour toutes les questions diverses administratives qu'il pourrait avoir sur le suivi de son dossier. Les composantes et les équipes pédagogiques sont les interlocuteurs directs pour tout ce qui est de la pédagogie, pour les notes, les résultats, les évaluations et les contenus de cours. Et nous avons également le service des usages numériques qui est le contact unique pour tout ce qui est problème technique en matière de plateforme. Au sein de ce service de l'EAD, donc qui est un guichet unique, nous avons également travaillé sur ce qu'on a appelé la délocalisation des examens. Ça a été une demande très récurrente de la part de nos étudiants, notamment ceux qui résident à l'étranger. Donc, ils poursuivaient leurs études via la plateforme, mais malheureusement, pour des questions de coût, ils ne pouvaient pas venir sur le campus, puisque nous, nos examens, alors nous sommes en session unique en période d'évaluation. Donc, nos examens à l'EAD se situent en fin d'année universitaire. Donc, au mois de mai pour le semestre 1 et 2, et au mois de juin pour la seconde évaluation, pour ceux qui veulent augmenter leurs chances, leurs chances et leurs évaluations. Donc, on a mis en place en 2012 la délocalisation des centres d'examen et on a fait un premier test. L'université Paul Valéry a choisi lui-même ses centres avec qui il voulait travailler. Et on a demandé à nos étudiants, si possible, de s'y regrouper. Eh bien, le test n'a pas été concluant. On a eu très peu d'étudiants qui se sont déplacés, très peu d'étudiants qui se sont sentis investis, donc ça les a aidés. Alors, on a discuté lors des CELU, si je peux dire, et on a fait un deuxième test. Et là, on a dit, eh bien, on va dire aux étudiants de chercher eux-mêmes leur centre d'examen, mais par contre, on va travailler quand même sur des modalités pour que l'on puisse quand même donner un cadre. On a travaillé là-dessus, et là, la première année, on a eu 5 ou 6 ouvertures à peu près, et cette année, on en est à plus d'une vingtaine. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était le test 2 qui fonctionne. Ensuite, on a travaillé aussi sur, au niveau de la plateforme, on s'est posé la question avec le service des usages numériques. Alors, pour reprendre un peu, les cours commencent à Paul Valéry début octobre et finissent mi-mai, puisqu'après il y a les examens. Donc c'est vrai que c'est une universitaire qui est courte, malgré que la plateforme soit ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il n'y a pas de vacances universitaires. Et on s'est dit, bon, les étudiants s'inscrivent au mois de juillet et en septembre, et ils doivent attendre jusqu'à début octobre pour voir un peu leurs cours et leurs enseignements. Alors on a réfléchi avec le service et on a mis en place ce qu'on appelle un cours qui s'appelle Objectifs généraux de la formation. Alors ce cours Objectifs généraux de la formation, c'est un genre de dispositif d'accompagnement, si vous voulez, qu'on a voulu mettre en place avec une présentation générale de la formation, donc ce qu'on attend. On essaye de mettre de suite, dès le départ, les regroupements éventuels que les enseignants peuvent proposer, les contacts, les modalités de contrôle, et surtout des supports de cours, de la bibliographie qui permet déjà à l'étudiant de se préparer dans son année pédagogique. Ces cours dispositifs généraux de la formation, bien entendu, ce sont les enseignants qui les mettent à jour, qui peuvent dedans rentrer des nouvelles sections,
Ils sont travaillés chaque année en collaboration avec les usages, le service de l'EAD et donc les enseignants. On a également travaillé sur ce qu'on appelle une charte EAD. Alors moi je dirais qu'elle est tripartite. J'ai Laure qui dirait qu'elle n'est pas tripartite. Pour moi, elle est avec les enseignants, les étudiants et les services administratifs comme l'EAD, le service des usages numériques. Alors là aussi, dans le dispositif d'accompagnement et de réussite pour nos étudiants, nous avons demandé à ces quatre acteurs de s'engager. Donc par exemple, les enseignants s'engagent à mettre à disposition des étudiants des objectifs de descriptif des cours, à répondre ce week-end au courriel, bon, bien sûr, on peut éviter le week-end, rassurez-vous, à essayer de mettre de l'information régulièrement. Les étudiants, eux, ils doivent s'engager à se connecter de manière hebdomadaire à la plateforme, c'est-à-dire, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un étudiant en EAD, il se connecte une première fois, il imprime ses cours et il ne revient pas. Alors là, on essaye maintenant d'avoir cet engagement pour qu'il vienne un peu plus souvent. Et enfin, au niveau service administratif, de répondre au courriel pareil des étudiants, puisque on s'est rendu compte qu'un étudiant en EAD envoie beaucoup de courriels, on a l'impression d'être comme sur un réseau social. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont envoyé un courriel, si 48 heures après on leur a pas répondu, ils recommencent. Donc on a essayé de faire un engagement là-dessus, et surtout de les accompagner dans la formation, les enseignements, et surtout sur toutes les questions qu'ils peuvent poser. Contacter un enseignant, au niveau des cours, au niveau des évaluations. Après, je vais repasser la parole à Laure, parce que là c'est dans le cadre 10 défis. Pour revenir une minute sur l'ensemble de ces dispositifs, c'est vrai que ça paraît simple et évident, c'est compliqué à mettre en place. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a rédigé cette charte, les collègues sont au courant de la charte, les étudiants aussi, mais comment est-ce qu'on la fait respecter, comment on vérifie les choses. C'est en relation avec une collègue tout à l'heure a posé la question de la valorisation. Dans notre université, les cours EAD ont été créés après, et bien les rémunérations ne sont pas identiques, c'est-à-dire qu'on est payé selon le nombre d'étudiants. Un collègue en présentiel à 15 étudiants, il est payé pour l'ensemble des heures qu'il fait. Sur la plateforme, on est payé à 2 tiers, à 1 tiers, voire 6 heures si on a peu d'étudiants. Donc il est difficile de demander aux collègues de s'investir davantage. On sait tous qu'un cours EAD, on demande beaucoup plus de travail qu'un cours en présentiel. Souvent, leur demander de s'investir davantage encore est compliqué. Néanmoins, nous communiquons et nous efforçons de faire entrer cela dans les mœurs. Inversement, dans la mesure où je ne suis plus VPCU, je peux me battre maintenant pour augmenter la rémunération des enseignants à l'EAD, ce que je ne pouvais pas faire quand je l'étais. Alors, du côté des défis, on a essayé de mettre en œuvre 2 dispositifs, un tutorat méthodologique en N1. Dès l'ouverture de la plateforme, un tuteur est recruté pour pouvoir accueillir les étudiants, leur proposer un accompagnement méthodologique, et puis pouvoir, en relation avec l'enseignant, travailler sur le suivi, les statistiques, etc. À l'occasion de notre venue ici, nous sommes allés faire un tour sur les espaces du tutorat méthodologique. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que, là encore, manque l'engagement du responsable de l'année. C'est-à-dire que si le tuteur est tout seul, il ne se passe rien, mais vraiment rien. Il y a une ou 2 filières dans lesquelles l'enseignant s'est investi, a aidé le tuteur, l'a conseillé, lui a notamment indiqué de poster régulièrement des annonces, des questions, demander aux étudiants de se présenter, etc. Là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le tutorat méthodologique ne peut être qu'encadré et encadré au plus près par un responsable enseignant. Donc, c'est l'occasion de relancer la machine. Et le deuxième cadre que nous avons voulu fixer, qui a demandé beaucoup de travail, ça a l'air de rien, mais ça a été beaucoup de travail, une année entière de réunions avec les référentistes des composantes pour arriver à formaliser une fiche descriptive de l'enseignement, pour faire comprendre aux enseignants qu'il était nécessaire, surtout pour un étudiant qui n'est pas là, qui a peu de temps à consacrer à ses études, qui doit savoir dès l'amont de quoi il s'agit, ce qu'il aura à faire, quels objectifs pour quand,
de remplir donc certaines rubriques du type le code écu, l'intitulé du cours, et puis plus largement le descriptif et prérequis, les compétences visées, etc. Ça a été vraiment compliqué. Maintenant, nous le mettons en place petit à petit pour échapper à ce qu'on trouve encore, c'est-à-dire le code équipe et puis des documents en vrac, sans aucun parcours pédagogique que l'étudiant puisse distinguer. Donc voilà de petites expérimentations que nous allons énergiquement continuer.